Président. De mes 30 ou 40 ans de connaissance de la Vège, je n'ai rien à redire à ce qu'a dit notre Président. Je crois qu'il était parfait. Voilà, je vais essayer de faire un bref survol des axes qui ont guidé la Vège. L'association Vers la Vie est déclarée le 21 mars 1951 à la préfecture de police de Paris par Jean-Claude Ferrand, son fondateur. Il s'agit là d'un projet qui a mûri dans l'immédiate après-guerre et qui tente une synthèse entre une démarche éducative issue du scoutisme et une démarche médicale qui aboutit au constat de l'inadaptation des structures hospitalières pour les jeunes. Comme souvent à cette époque, la personnalité du fondateur pèse d'un poids important dans les réalisations qu'il va impulser. Donc quelques mots de Jean-Claude Ferrand. Il est né en Indonésie en 1925, il est belge. Son père est ingénieur agronome, membre de l'Académie royale de Belgique et fonctionnaire international. Dès l'âge de 11 ans, Jean-Claude Ferrand pratique le scoutisme chez les éclaireurs de France. Ses études sont interrompues par la guerre et l'occupation de la Belgique par l'Allemagne nazie. À l'âge de 17 ans, il s'engage dans la résistance, puis volontaire, il est intégré dans le 11e bataillon de fusiliers tankistes. Il participera à la campagne des Ardennes, d'Allemagne et de Tchécoslovaquie. À la fin de la guerre, il rejoint ses parents à Paris et obtient un baccalauréat scientifique en 1946. Il se lance alors dans des études de médecine qu'il abandonnera au bout de la 3e année. Pendant cette même période, il a renoué avec le scoutisme. Il est le chef du groupe L'Aïr aux éclaireurs de France et assistant du commissaire de province Paris-Sud. Ces éléments biographiques sont importants car ils situent la double approche de ce fondateur. En effet, pendant ses années d'études, il a été en contact avec des personnalités médicales remarquables, les professeurs Dubois en Belgique, les professeurs Heuillère, Duché et Flavigny en France. Aux éclaireurs de France, il fait la connaissance d'Henri Joubrel et de Jacques Rey aux éclaireurs unionistes. Il trouve un solide appui auprès de René Dufil, commissaire des éclaireurs de France. Il a pu constater, à travers ses stages dans les hôpitaux, combien ces structures sont inadaptées pour prendre en charge des jeunes présentant des difficultés dans le développement de leur personnalité. C'est René Dufil qui va faciliter la réalisation des projets éducatifs de Jean-Claude Ferrand en l'orientant vers une propriété du scoutisme français située à Saint-Lambert-des-Bois. L'achat de cette propriété va permettre en février 1952 l'ouverture du premier établissement qui accueille très rapidement une quarantaine d'adolescents. Certains sont présents dans la salle qui ont vécu cette période. Il est dirigé par Jean-Claude Ferrand, cet établissement. L'encadrement est assuré majoritairement par des personnes issues du scoutisme et extrêmement motivées par le projet. Ces personnes vivent sur place pour la plupart. Les faibles salaires sont versés irrégulièrement car le financement de la structure est précaire et ne sera stabilisé qu'avec l'agrément au titre des annexes 24 du décret du 9 mars 1956 sur la sécurité sociale. Nous voyons ainsi que le fondateur, compte tenu de sa fréquentation des milieux médicaux, se tourne plutôt vers la sécurité sociale et qu'il ignore un peu l'ordonnance du 2 février 1945. Il est clair pour lui que les enfants qu'il reçoit ne sont pas des délinquants, même s'ils ont commis des délits, et qu'il s'agit davantage de les prendre en charge en leur apportant éducation et soins nécessités par leur État. Jean-Claude Ferrand établit d'ailleurs de nombreux contacts avec des structures mettant en œuvre la psychothérapie institutionnelle, Jean Houry à la clinique de la Borde, Paul Sivadon à La Verrière, Le Guillan à Vitry et au CMEA, Françoise Dolto, qui fait partie d'ailleurs du conseil d'administration de Vers la Vie. Il établit aussi
des contacts avec les institutions porteuses des courants de l'éducation nouvelle, tels que Célestin Freinet, Mamie Soubeyran à Dieulfi, qui met en œuvre toutes ces techniques nouvelles. C'est à partir de ces contacts qu'il met en œuvre, lui avec ses collaborateurs, une prise en charge des jeunes fondée sur quelques principes de base, que nous retrouvons d'ailleurs aujourd'hui au sein de la VEJ, une vie quotidienne partagée avec les jeunes, une pédagogie scolaire et professionnelle individualisée, partant de leurs intérêts et de leurs motivations, un développement des activités culturelles et sportives entraînant une réelle prise de responsabilité, un conseil de maison qui donne la parole à chacun et un appui psychologique et psychiatrique lorsque cela est nécessaire. Non sans difficulté, il arrive à faire accepter par la sécurité sociale la notion de loisir thérapeutique qui va permettre de réaliser des activités à haute responsabilité dans lesquelles les jeunes vont découvrir leurs propres capacités. Navigation, spéléologie, escalade, randonnée en montagne. Jean-Claude Ferrand est en outre un promoteur de la vie associative. Il estime que cette forme institutionnelle permet souplesse et créativité à partir d'un fonctionnement démocratique refusant les membres de droit et faisant place aux salariés qui veulent s'impliquer dans cette vie associative. Il pense que les institutions publiques sont trop rigides, malgré des personnels souvent de qualité, car trop prises dans une réglementation tatillonne qui sclérose les initiatives. À travers son action au sein de l'UNIOPS, dirigée à l'époque par Henri Théry, qui lui succédera à la présidence de l'association, et aussi en contact avec l'URIOPS Île-de-France, il met en garde les associations contre le péril de la réglementation et il revendique une réelle indépendance indispensable aux initiatives d'un vrai travail éducatif. Pour autant, il ne rejette pas un contrôle indispensable, mais intelligent pour toute structure qui reçoit des fonds publics. Au niveau de l'association, des séminaires résidentiels de 2 ou 3 jours sont programmés tous les 2 ans. Ils rassemblent une bonne partie des salariés et des bénévoles autour d'un thème de réflexion qui a été préparé tout au long de l'année, qui permet d'élaborer une ligne éducative commune. La période sécurité sociale va s'étendre de 1952 à 1975. Au logis de Saint-Lambert-des-Bois sera adjoint un foyer dit de post-cure, les termes de la Sécu, le vieux logis Ayer et un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile situé à Paris, La Sablière. Un établissement également financé par la Sécurité sociale, Beaulieu, sera ouvert à Annecy-le-Vieux en 1969. Ces différentes structures passent des conventions avec les services d'aide sociale à l'enfance des départements concernés, services dépendant à cette époque du préfet du département, donc de l'État. C'est à partir de l'année 1975 qu'une réelle ouverture vers le secteur justice et protection de l'enfance va se réaliser. L'expérience de Saint-Lambert-des-Bois a bien mûri et Jean-Claude Ferrand est conscient du désengagement progressif de la sécurité sociale qui, par ailleurs, s'enferme de plus en plus dans une réglementation abusive. C'est à ce moment qu'il est sollicité pour reprendre au sein de Vers la vie un service de consultation, d'observation et de milieu ouvert qui était à l'époque en difficulté. Ce service situé à Paris est en prise directe avec le ministère de la Justice et la direction de l'éducation surveillée, devenue protection judiciaire de la jeunesse. Jean-Claude Ferrand saisit cette opportunité d'ouvrir l'association sur ce nouveau secteur qui, cependant, ne lui est pas inconnu, et le service intègre l'association le 1er janvier 1976. Presque simultanément, la congrégation Notre-Dame de Charité, qui est responsable du refuge de Versailles, souhaite se désengager de ce travail auprès des adolescentes et demande à l'association Vers la vie d'assurer la reprise de cette activité, le choix de la congrégation se portant volontairement sur une association laïque. Cet établissement intégrera l'association le 1er janvier 1977 avec une nouvelle dénomination, l'Oustal. Enfin, depuis quelques années, des contacts étaient établis avec l'AEJM,
l'Association pour l'éducation des jeunes mères, qui avait créé en région parisienne depuis 1951 plusieurs foyers d'accueil pour des jeunes mères célibataires et leurs enfants afin d'éviter la séparation et également un service d'AEMO. Toutes ces structures étaient habilitées par la justice. Ces contacts aboutiront à la fusion des deux associations le 17 novembre 1977 et Vers la vie et l'AEJM donneront naissance à l'AVEJ, AVVEJ, mélange subtil des deux sigles, Association Vers la vie pour l'éducation des jeunes. Voilà, ainsi, à travers l'intégration de ces nouvelles structures et la fusion des deux associations, l'institution d'origine prenait quelques distances avec la sécurité sociale et s'ouvrait à une collaboration étroite avec la justice par le biais de l'éducation surveillée et avec les services d'aide sociale à l'enfance dans les départements d'implantation. À partir de ces bases bien établies, l'association poursuivra son développement toujours dans un souci de complémentarité entre les structures et toujours sur un mode décentralisé, permettant à chacun de prendre ses responsabilités avec l'aide d'une direction générale conçue plus comme un appui que comme un échelon hiérarchique. Vous trouverez dans le dossier qui vous a été remis à l'entrée la liste de tous les établissements et leur date de création. Jean-Claude Ferrand nous a quittés en 1997, mais l'association qu'il a créée continue son œuvre, comme le prouve la manifestation d'aujourd'hui.